voilà. Christina? Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis Christine Cellier, je suis infirmière et directrice du centre de santé de Sannois. Et donc, comme tout le monde, avoir les dernières informations sur la vaccination. Ok. Et Richard? Oui, bonsoir. Moi, je suis pharmacienne à Aubonne. Et donc, je voulais savoir, dernière recommandation, bien savoir ce que nous, on a le droit d'injecter, enfin, de faire comme vaccination. Et puis aussi, il y a une grosse question sur les co-administrations, parce que souvent, les clients me demandent, est-ce qu'on peut vraiment injecter en même temps, enfin, dans deux sites différents, mais bien savoir si vraiment il y a des cas où on n'a pas le droit de co-administrer. Ok, très bien. Eh bien, merci pour toutes ces questions. On va essayer d'y répondre. On commence, je crois que c'est ta diapo la première, Ouais. Manon. Alors, du coup, nous avons fait, donc ça va convenir à peu près aux attentes de tout le monde, hein, donc quelles sont les dernières recommandations pour qui, par qui et comment. Est-ce que tout le monde voit bien le diaporama? Oui, c'est bon. Ok, super. Donc du coup, on ne pouvait pas refaire l'intégralité du calendrier vaccinal parce que sinon on serait là jusqu'à minuit et c'est pas le but. Donc on va prendre vraiment surtout ce qui a changé dans les derniers mois et depuis l'année dernière. Donc on va voir notamment les infections invasives à méningocoque, le fameux Niemenrix, Bec0, tout ça. Le zona, les infections AVRS. On va faire un tout petit rappel sur la vaccination coqueluche de la femme enceinte. Les modifications sur les infections à pneumocoque et on fera une toute petite diapo à la fin sur les arrêts de commercialisation qu'il y a eu récemment. Parce que ça arrive encore, enfin moi je suis pharmacien et du coup ça arrive encore des fois de voir des ordonnances avec des vaccins qui sont juste plus commercialisés. Donc on va faire sous forme de petites situations cliniques et après on débattra sur les situations cliniques. Comme on vous l'a dit, n'hésitez pas à lever la main ou poser des questions dans le chat et on répondra après. Voilà, on s'est dit que globalement, on pouvait trouver assez facilement le calendrier vaccinal avec des tableaux récapitulatifs, mais que partir de situations concrètes, c'était l'opportunité de discuter entre nous. Donc, on est parti de… Voilà, je suis médecin généraliste, donc j'ai pris des situations que je rencontre dans ma pratique, mais qui peuvent parler à tout le monde. Donc, c'est un garçon de 11 ans et demi, c'est la rentrée, il rentre en 6e et consulte pour un certificat d'aptitude au tennis. Et donc, c'est un moment clé pour la vaccination. Donc, voilà, on va vous faire travailler aussi. Hein. Donc, à votre avis, à cet âge-là, quels sont les vaccins qu'il faut proposer et quels sont ceux qui sont obligatoires? Alors, qui a envie de se lancer? Moi, je veux bien. Vas-y, Caroline, on t'écoute. Donc, à 11 ans, en théorie, on fait le rappel de la 6e, du 11 ans, donc le tétravalent, Oui, Repevax ou Boostrix. ouais. Ensuite, on est censé proposer la première phase de 11 à 14 ans, le Gardasil, 2 doses, séparées de 6 mois. Et puis, maintenant, le Niemenrix, entre 11 et 14, avec un rattrapage de 14 à 24. Donc, en gros, de 11 à 24, on peut faire le Niemenrix. Alors, tout à fait. Donc, ils sont Ça fait absolument 3. ravis, les enfants de 11 ans qui viennent consulter. Il faut étaler, hein. Priorité, le tétravalent. Exactement. Et donc, tu l'as évoqué, donc c'est le Repevax, puisque c'est, il faut faire voilà, attention aux valences pour les diphtéries, tétanos, coqueluche, puisqu'on a donc des valences qui sont complètes à 6 ans, et donc bien faire attention aux noms commerciaux, donc grand D, grand T, grand P, grand C. Et par contre, donc à 11 ans, à partir de 11 ans, et tous les rappels, ce sera avec une anatoxine diphtérique diminuée et également pour les coqueluches. Hein, donc voilà, Repevax et Boostrix. Donc ça, ce sont les vaccins obligatoires. Hein, c'est ce que tu évoquais. Ensuite, le Gardasil, donc je pense que ça, tout le monde l'a à peu près dans sa pratique. Le Gardasil, maintenant, on le propose aussi pour les garçons. Et donc, effectivement, l'avantage de le proposer à 11 ans, donc sinon entre 11 et 14 ans, c'est qu'on n'a que 2 injections, puisqu'au-delà de 14 ans, il faut en faire 3.
Et effectivement, petite nouveauté de l'année, donc le rappel de Nimarix, donc le méningocoque ACWY 135, je crois que je l'ai bien dit, qui n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé puisqu'on a eu une recrudescence de ces méningites voilà, ces derniers mois, ces dernières années. Voilà, donc un seul vaccin obligatoire hein, et donc les autres à proposer. On va revenir sur la diapo précédente. Oui, Manon. alors juste avant, je fais une toute petite parenthèse parce qu'on n'a pas fait de diapo dessus, mais j'ai pensé aujourd'hui pour le garde-asile. Donc effectivement, on a dit on pouvait le proposer du coup pour les garçons maintenant. Donc ça commence un petit peu à dater. Et la nouveauté de cette année, parce que les garçons, on pouvait les proposer jusqu'à 26 ans, alors que les filles seulement jusqu'à 19 ans. Et il y a eu une recommandation de l'HAS au mois de mars ou avril qui disait que, OK, maintenant on peut le proposer également aux filles jusqu'à 26 ans. Par contre, j'ai vérifié hier et au jour d'hier en tout cas, hier, le remboursement pour les filles n'était toujours pas acté jusqu'à 26 ans. Ça va arriver, très probablement, mais pour l'instant, c'est remboursé que jusqu'à 19 ans pour les filles et 26 ans pour les garçons. Ouais, c'était Tous la les petite... garçons. alors, officiellement, ils visent les garçons ayant des rapports c'est des hommes toujours délicat. HSH. Voilà. Mais bon, ça, la Sécu peut pas le prouver. Donc, en fait, Oui. Donc on fait les garçons 26. Ok. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la HAS a dit pourquoi pas les filles et que c'était bon. Voilà. En sachant, je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne, donc il y a ce qu'on appelle un comité technique des vaccinations. Donc c'est un comité spécifique qui est en charge de regarder effectivement l'intérêt ou non de la vaccination. Et c'est ce comité qui propose, donc vous avez peut-être entendu parler, surtout au moment du Covid, le fameux CTV, qui propose donc à l'HAS des recommandations. Et ensuite, le remboursement, c'est encore une étape supplémentaire, quoi. Alors, qui peut prescrire ces vaccins et qui peut les réaliser? Tous les vaccins dont on a parlé. Alors moi, je pensais qu'à partir de 11 ans, les pharmaciens pouvaient prescrire, enfin, les faire. Mais prescrire, je pense que c'est le médecin, non? D'autres avis hein, et qui peut les faire hein? Ouais. On avait un autre pharmacien, je crois. Non, Oui, c'est personne. moi. Je pense Oui. si on a fait une formation pour la prescription, si c'est dans les vaccins qui sont dans le tableau tableau des vaccinations, on a le droit de le prescrire. Il me semble que c'est à partir de 11 ans. Je fais une erreur. Non, c'est tout à fait ça. Alors, sous réserve de formation, bien évidemment. Oui, voilà, faut avoir en plus des médecins, les pharmaciens et les IDE peuvent prescrire et injecter, à condition du coup d'avoir fait les deux formations, hein, mais c'est vrai que souvent elles sont faites ensemble, à partir de 11 ans pour tous les vaccins du calendrier vaccinal, mais du coup seulement ceux du calendrier vaccinal. Oui. Et qui sont dans les C'est-à-dire cibles ceux des qui sont recommandations. obligatoires. Non, par exemple, le Même les Nimenrix, il recommandés. n'est pas obligatoire, mais on peut. Par contre, Ah, ok, ça il marche. faut vraiment que ce soit dans les cibles des recommandations. Si un patient n'est pas dans l'âge cible, on sera obligé de l'envoyer chez le médecin. D'accord. Et par exemple, tout ce qui est vaccin du voyage, c'est pas calendrier vaccinal, c'est on va dire optionnel plus. Et du coup, ça, pour le coup, ni les IDE ni les pharmaciens ne peuvent le faire. Et la grippe et le Covid, c'est à partir de 5 ans. Les petites exceptions. Okay. Et pharmacien et IDE, on peut, donc sous réserve de formation, et la formation, chacun, on va la déclarer auprès de notre ordre respectif. Et plus ou moins une déclaration à l'ARS. Alors la déclaration à l'ARS, c'était pour la grippe, mais il me semble qu'elle ne se fait pas pour tout, c'est juste à l'ordre pour le reste. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ces droits de prescription et vaccination? Non. Non. Donc c'était bien clair. Alors Richard, je pense que c'est votre nom de famille.
mais pour C'est notre Sophie, ouais, pharmacien. c'est oui, Sophie, voilà. oui, c'est Sophie. Mais, Mais du coup, oui, c'est ça. C'est à partir du moment où c'est dans un calendrier, pour les plus de 11 ans, c'est bon. Et on peut du coup, nous, faire, pharmacien ou IDE, faire la prescription aussi, si jamais. Mais bon, c'est vrai qu'en général, les enfants, ils sont passés par la case médecin avant. oui, voilà, parce que oui, c'est mieux. C'est une question qu'on se posait parce que ça va revenir sur d'autres situations. Une des questions, c'est que, alors c'est très bien, enfin c'est dans d'autres domaines pareils qu'on soit nombreux à s'investir sur le sujet parce que c'est une problématique de santé publique, hein. Mais des fois, on ne sait plus trop qui a fait quoi. Alors pour les enfants, il y a en principe le carnet de santé. Mais sinon, quelles sont vos habitudes pour je sais pas, alors il y a au moins 2 infirmières, les pharmaciens, comment on peut s'y retrouver? Savoir, par exemple, le Repevax de 25 ans, où est-ce que vous le notez? Comment on peut savoir, qui a fait quoi? Bah, souvent, ils ont un carnet de santé. Moi, pour les enfants, je demande d'avoir le carnet de Oui, santé oui, pour écrire. Ensuite, il y a aussi le DMP. Maintenant, on oui. envoie sur le DMP. Mmh. Bon, après, on peut faire des attestations informatiques, mais ils vont perdre les papiers. Enfin, donc, Ouais. D'autres organisations, d'autres façons de faire, hein? Alors du coup, moi, comme je suis la seule autre pharmacienne, ouais, moi, je suis d'accord, effectivement, je demande systématiquement le carnet de santé ou carnet de vaccination pour pouvoir l'inscrire. Et puis, si jamais ils l'ont pas perdu ou vraiment il n'y a pas, je fais sur un petit papier en le demandant, en disant attention, surtout, faut pas le perdre, etc. Après, je fais systématiquement avec la carte vitale, donc normalement, ça se met dans le DMP. Normalement, c'est censé se mettre sur mon espace santé. Alors, je sais pas pour toi, Sophie, mais chez moi, moi, j'ai des c'est un peu une clients tannée. qui m'ont dit qu'ils avaient retrouvé, qu'ils avaient vu que Repevax c'était écrit. Enfin, Oui, oui, Ouais. Alors je moi, pour ma part, mon logiciel, il mouline pendant 5 minutes et une fois, de temps en temps, il arrive à se connecter, mais c'est pas systématique. Ça, ouais, on l'a fait remonter la dernière fois. oui. Je suis allée à une soirée organisée par la CPAM 95 là pour parler du Pluripro et ils nous avaient fait tout un stand sur les outils informatiques. Ils nous avaient demandé si ça fonctionnait bien. On leur a dit que bon, c'était un peu pour l'instant pas top. Soi-disant, Oui, ça c'est va vrai. s'améliorer. On verra. Mais normalement, il y a mon espace santé, le DMP, puisque les vaccins, ils sont de mémoire gardés pendant au moins 10 ans sur la carte vitale, sur le DMP. Donc normalement, en consultant le DMP, je ne sais pas si vous, médecin, vous avez accès au DMP ou même les IDE, je ne sais pas vous si vous pouvez lire, voir les DMP ou mon accès santé, mon espace santé. Oui, on peut lire les DMP. Ouais. Bon bah. Voilà, donc Il c'est faut une que façon le de faire. logiciel puisse le faire. Ouais. Oui, c'est ça. Après, on se demandait si, pour que ça pourrait intéresser d'avoir un outil papier pour les adultes, un carnet de vaccination comme il y en a pour les voyageurs, hein, voilà, c'était une option, mais Moi, j'en ai fait On venir a des carnets de vaccination spécifiques. Oui, et l'URPS, on en a commandé. Moi, j'en ai commandé. d'accord. Et ceux qui veulent, je leur donne, quoi. Je leur propose, quoi. Et puis, Ouais, nous, on a ceux du CESFARM aussi, on donne voilà. ceux du CESFARM. Ok, donc des outils existent et c'est bien voilà, c'est bien de pouvoir communiquer. Ok. Il me semble qu'il y avait encore une question sur, hop, tu peux remonter sur la situation clinique? Je crois qu'il y avait encore, Ouais. une dernière question, on vous lâche pas comme ça. Alors, bah, c'était tu vois, c'est bien, je suis cohérente avec moi-même. Comment savoir s'ils ont été bien injectés? Et quels sont les vaccins remboursés dans ceux que vous avez prescrits? Dans ceux des 11 ans là, donc on a dit, 2 Gardasil, un Imarix et donc un Repevax. A priori, tout est remboursé pour vous, hein? Oui, non? Allô? Oui, pour moi, tout est remboursé. Ouais, tout est remboursé. Oui, Exactement. moi, je peux. Ouais, ouais. À 11 ans, en tout cas, ce sera le cas. Ouais.
pour refaire un petit focus, du coup, puisqu'on a parlé sur le Gardasil, le DTP-C, il n'y aura pas de souci, il sera bien pris en charge également. Pour le méningocoque, du coup, là où c'est un peu plus complexe, c'est que du coup, ça va dépendre de l'âge et ça va dépendre des spécialités, etc. Donc, dans les nouveautés qu'il y a eu récemment, donc maintenant, il est devenu en obligation vaccinale pour tous les nourrissons. Les vaccins méningocoques et ACWY et le B à partir du 1er janvier. Et du coup, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé, comme on a dit tout à l'heure, pour les 11-14 ans avec rattrapage jusqu'à 25 ans. Pour le remboursement, pour le coup, un des syndicats de pharmaciens a fait un tableau plutôt pas mal, donc je vous ai mis sur la diapo là. Et qui récapitule pour chaque âge actuellement qu'est-ce qu'on met comme spécialité et est-ce qu'il est remboursé ou pas. Et donc on peut voir sur cette diapo qu'à 11 ans, pour le Nimenrix ou Men4V ou Menveo, il est remboursé, pas de souci. Par contre, vous pouvez voir qu'entre 24 mois et 36 mois, aujourd'hui, c'est comme pour le Gardasil, là, pour les filles. Aujourd'hui, il y a un avis favorable, mais c'est toujours pas acté le remboursement. Et entre 3 et 11 ans, pas remboursé non plus. Donc, pour ceux qui ont un peu de mal à lire ce tableau, j'ai fait une petite frise qui dit exactement la même chose, mais qui est peut-être un peu plus visuelle, pour voir, suivant l'âge, où on se situe. Donc, entre 6 et 24 mois, c'est obligatoire et remboursé. 24-36 mois, c'est dans les recos HAS, mais pour l'instant, le remboursement, on l'attend. Entre 3 et 11 ans, ni recommandé, ni remboursé. Entre 11 ans et 24 ans, du coup, avec le rattrapage, c'est recommandé et remboursé. Et pour l'adulte, ni recommandé, ni remboursé. Voilà. Il y avait une question tout à l'heure sur le rattrapage. Je ne sais plus qui l'avait posé. C'est vrai que c'est compliqué, les rattrapages. On vous a mis une diapo à la fin avec la bibliographie et en particulier le site Infovac qui permet de, quand on a des questions un peu pointues sur, je sais pas, il a eu une injection il y a 2 ans, est-ce que je dois faire un rappel? Enfin, en gros, moi, quand j'ai commencé donc, mon exercice au siècle précédent, même au millénaire précédent, comme disent certains étudiants très gentiment, quand le schéma vaccinal était interrompu, on nous disait qu'il fallait tout recommencer. Là, en fait, en gros, la recommandation, c'est de reprendre là où on s'est arrêté. Quand on a ça en tête, à peu près, c'est plus facile de s'y retrouver. Et si on a un doute, donc il y a ce site Infovac qui est indépendant de l'industrie pharmaceutique, hein, qui sort un bulletin mensuel qui est très intéressant. Vraiment, le dernier, c'était en particulier sur le VRS, hein, celui du mois d'août. Et en plus, on peut poser des questions auxquelles ils répondent voilà, très, très gentiment, bon, dans un délai acceptable. Donc, voilà, Infovac. OK. Est-ce qu'il y a des questions sur le ACWY, enfin le vaccin A priori, non. OK. Donc, on va refaire le même genre de tableau, mais pour le méningocoque B, donc le BEC0. C'est pareil, tableau très bien fait encore une fois. On voit entre 3 et 23 mois, c'est remboursé, il n'y a pas de souci et il est même obligatoire. Par contre, passé 23 mois, passé 2 ans, il n'est plus remboursé. Et là, du coup, Sophie pourra confirmer, je pense, mais moi, à la pharmacie, je vois beaucoup de prescriptions où on vaccine le petit qui a moins de 2 ans parce que c'est obligatoire. On en profite pour faire les vaccinations de rattrapage pour les grands frères, grandes sœurs, mais qui ont plus de 2 ans, qui sont pas dans la reco. Et là, pour le coup, c'est pas pris en charge et c'est 90 € l'injection. Oui. Du coup, les parents ont tendance à faire gloops et à dire Et bon, je vais en reparler avec le Oui, médecin. je peux attendre. C'est ça, je peux attendre, je vais voir le médecin. Du coup, alors, côté médecin, je ne sais pas s'ils vous en reparlent, s'ils vous disent finalement j'ai changé d'avis ou je ne sais pas ce qu'ils vous disent. Pas trop, oui. Moi, moi, je le faisais avant qu'il soit obligatoire, le bec 0, donc je me retrouve rarement avec des petits de plus de 2 ans qui ne sont pas vaccinés, mais c'est peut-être pas la pratique de mes collègues. Si vous êtes en difficulté par rapport à d'éventuels rappels, enfin d'éventuelles injections. Non.
Personne n'a rencontré de difficultés particulières, hein? Caroline? Non, alors moi, là, vous dites le bec zéro, il est remboursé jusqu'à 23 mois, c'est ça? Enfin, 2 ans? Il Ouais. est remboursé entre 3 ans, 23 mois, et 3 ans, non, ensuite 3 mois, 23 mois, et après, 3 mois, 23 mois, et ensuite 15 ans, 24 ans. Et entre 2 ans et ok, 15 ans, il n'est pas remboursé actuellement. parce que là, on a pas mal de crèches qui nous demandent de vacciner jusqu'à 4 ans. Ouais, c'est ce que je disais. Il y a pas mal de demandes. Alors là, c'est Et les je crèches, pensais qu'il mais était remboursé, il me semblait que j'avais vu quelque chose passer sur ça. Jusqu'à 4 ans, finalement, on récupérait. alors ils ont recommandé de faire, mais ils n'ont pas acté le remboursement. Et alors, en pratique, les pharmaciens, ils font comment? Parce que des fois, moi, j'ai des patients Et qui payent pas. soit il y a des pharmaciens, soit qui sont pas à jour parce que ça change tellement qu'ils n'ont Ok, juste pas vu oui, passer, soit qui se disent on va le passer quand même et on verra bien. ouais, Sauf que le voilà, c'est problème, ça, et c'est on que verra quand bien. on le passe, on risque un indu sur 3 ans. Voilà, Donc c'est en ça. fait, Ça, tant que c'est les pour les 3 ans sont pas pharmaciens. passés, on serre un peu les fesses en disant bon voilà, on espère que ça va passer. D'accord. Soit ils demandent aux patients de payer. Alors moi j'ai des Ok. patients qui ont dit ok, pas de souci, c'est la santé de mon enfant, je paye, Ouais. j'ai pas de souci. Mais d'autres qui effectivement 180 € quoi. mm, mm. David, il y a David qui avait Mais le on est d'accord, c'est bien recommandé jusqu'à 4 ans finalement. Recommandé même jusqu'à 5 ans oui, dans la 5 ans, HS. ok. Donc c'est 5 ans, ok. ouais, Mm, c'est mm. ça. Ouais, c'est toujours délicat, les recommandés et non remboursés. Ouais, bien sûr, Oui. hein, ouais. C'est pas très carré, quoi. Ouais, non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est sans doute dans l'attente d'un remboursement, mais Exactement. on Mais en on est, attendant, en attendant, voilà. David? Non, mais c'est ma question, c'est justement est-ce qu'on a une idée en fait du coup d'une mise en fait du coup au journal officiel très bientôt d'un remboursement parce que effectivement on rattrape énormément d'enfants. Alors pour le coup, moi j'ai jamais eu de retour là. Effectivement, depuis 2021, c'était recommandé de le faire, donc ça faisait un petit moment qu'on le faisait déjà un petit peu avant que ce soit devenu obligatoire en 25 là. Mais on rattrape énormément d'enfants en fait du coup là-dessus. Et pour le coup, j'ai pas eu trop de parents qui m'en ont parlé. Alors je sais pas si beaucoup de pharmaciens serrent les fesses, du coup j'imagine que du coup là-dessus. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est hyper emmerdant parce que du coup, la santé publique, en fait, du coup, a quand même émis des recommandations qui sont liées, en fait, du coup, à une épidémiologie quand même assez carrée. Ça fait 3 ans qu'on le surveille. Moi, c'est ce que je dis aux patients, hein, 3 ans qu'on le surveille, une quatrième année là, qui est devenue tout le monde est obligatoire. Moi, c'est que ça a changé quelque chose dans l'épidémiologie. En fait, c'est normal. Oui, oui, Maintenant, si après ils reviennent en mode, bah, finalement, ça coûte trop cher pour le faire faire, je dis, putain, mais là, on est hyper contre-productif, quoi. on Bon, est, enfin, Tout on est à bien fait. d'accord. On est bien d'accord. Et Ouais, et il y a quand même beaucoup on pourra parler tout à l'heure du vaccin contre le zona. Enfin, il y a des politiques qui ne sont pas forcément très cohérentes en termes médico-économiques, quoi, hein. non, non, clairement. Ouais. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on continue? alors, s'il n'y a pas d'autres questions, juste une toute petite, juste une diapo du coup pour refaire un point sur les schémas du coup. Donc pour le bec 0, c'est obligatoire et quand on le fait dès l'âge de 3 mois, c'est en 3 doses. À 3 mois, 5 mois, 12 mois. Et le rattrapage, du coup, on le fera entre 15 et 24 ans à 2 mois d'intervalle. 2 doses à 2 mois d'intervalle, alors que chez les tout petits, du coup, c'est que 3 doses. Enfin, c'est 3 doses. Et pour le Nimenrix, c'est 6 mois, 12 mois, sachant qu'à 6 mois, c'est uniquement un Nimenrix, alors que sur les âges, sur les enfants plus âgés, on peut utiliser soit le Men 4 filles à partir de 12 mois ou le Men VO à partir de 11 ans. Et c'est juste une dose. Voilà. Pour les rattrapages. Après, je vous ai mis ça. De toute façon, après, le diapo, on pourra vous le laisser à dispo et puis il y aura le replay. Mais si ça a été rattrapé, en gros, on garde le schéma tout le temps pour le bec 0, 2 doses à 2 mois d'intervalle, plus un rappel 12 à 24 mois après, peu importe à quel âge ça a été commencé, en gros. Voilà. OK. Est-ce que sur cette situation clinique, vous avez des questions? On continue? S'il y a On pas de questions? continue du coup pour une deuxième situation clinique. Hop, elle est ici.
Donc cette fois, on passe chez les adultes, hein, et donc on est sur un patient de 66 ans qui a un diabète de type 2 qui est plutôt bien équilibré, donc avec une dernière hémoglobine glyquée à 6,8 et aujourd'hui, donc on va discuter lors de la consultation sur les vaccinations. J'ai appris il y a longtemps que le diabète rend plus fragile aux infections, mais voilà, ma question que je me pose, que dois-je lui proposer et quels vaccins seront remboursés? Et donc, on va défiler la diapo suivante, a priori, Manon, pour vous poser la question. Ah. Alors, déjà, la vaccination saisonnière contre la grippe. Oui. Oui. Oui, C'est remboursé. remboursé. Remboursé, ouais. Oui. Contre le Covid. Remboursé. Ouais. Remboursé, ouais. L'hépatite B. Oui, je vois pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt chez ce patient? C'est plutôt si D'accord. on. Alors, quelles sont pour vous les indications de la vaccination contre l'hépatite B chez l'adulte? Allô? Quel est l'intérêt, non? Je sais pas. Par J'ai rien. Pardon, j'entends pas bien. Ouais. Non, je pense Oui. pas qu'il y ait d'intérêt particulier. Enfin, à 66 ans. Alors, chez ce patient plus spécifiquement, non, on est bien d'accord, hein, c'était le petit piège, voilà. Et donc, sinon, de façon plus générale, à votre avis, quels sont les patients adultes, hein, donc je parle bien des adultes, hein, puisque les enfants maintenant, ils sont vaccinés, avec les hexavalents, donc dès 2 mois. À votre avis, chez l'adulte, quelles sont les indications d'une vaccination contre l'hépatite B? Si quelqu'un a le HIV, enfin le sida, enfin le VIH, pardon. Non? VIH ou autre VIH. Personne immunodéprimée. Oui. Non? Enfin, je Ouais. crois, moi j'ai vu une prescription, je crois. Non? C'est l'hépatite C, autre hépatopathie chronique. Oui, oui, d'accord. Les Mais voyages en encore, zone d'endémie. Ouais, les voyages en ouais, zone d'endémie, parce que ça, c'est rare, c'est plus effectivement, rare, mais faut qu'ils y restent longtemps, quoi. Mais... ouais, la vaccination, voilà. Alors ça dépend dans quel. C'est sûr que c'est pas un séjour en hôtel 4 étoiles, mais enfin, il y a des zones quand même où c'est intéressant de vacciner. Alors la transmission, vous vous rappelez la transmission de l'hépatite B, hein? Asexuel du coup aussi, mais du coup, Ouais. voilà, on juge pas ce patient de 66 ans, mais on peut lui proposer selon son C'est activité sexuelle. David, c'est jeune, 66 ans, enfin. Selon son activité sexuelle, ce que je dis, on ne juge pas. Selon son activité sexuelle, il n'y a pas de problème. Voilà, donc on sait que en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord, il y a vraiment une prévalence faible de l'hépatite B, hein. En France, il y a eu un article dans Prescrire, c'est pareil, je vous l'ai mis dans un article récent. Le nombre d'hépatite B aiguë déclarées par an est inférieur à 50, hein, donc c'est vraiment pas beaucoup. Mais effectivement, il y a donc des pays où ça circule beaucoup plus, et en particulier hors outre-mer, en France. Et donc, la plupart des infections à ce moment-là sont acquises soit par voie sanguine ou par voie sexuelle, hein. Donc, voilà, donc on va se trouver. Donc, vous avez oublié, alors c'est rigolo quand même, hein, les professionnels de santé. Ah oui, ceux qui rentrent en école d'infirmière, on en a beaucoup. Enfin, c'est des Voilà. jeunes adultes, hein. Ouais, ou en fac, oui, oui, donc ouais, école d'infirmière, enfin, on se trouve, tous les laborantins en pharmacie, on vous demande la vaccination de Oui. l'hépatite B aussi? Ouais, parce Ouais. qu'on Oui, travaille, aussi. enfin, il y a des stages à l'hôpital. Ouais, c'est ça. Donc en général, on demande une sérologie, il faut qu'il y ait plus de combien, le taux d'anticorps, pour 10 suivis par litre. 10, ouais, 10, ouais. Et donc on revaccine. On va jusqu'à combien d'injections si c'est inférieur à 10? Combien? 6 max. 6, 6, ouais. J'ai pas entendu si c'était 10 ou 6. C'est 6, ouais. ouais, 6 au max. Ouais, 6 au max. Voilà. Et du Voilà. coup, pour l'hépatite B, pour compléter la parenthèse de est-ce que ça peut être fait en dehors des médecins?
Du coup, Sophie, est-ce que tu as en tête pour côté pharmacien, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Dans quel cas? Bah, après, moi, les cas, j'ai eu des ordonnances souvent, hépatite B. Ouais. Voilà. Alors, du Est-ce que coup, le pharmacien peut le faire? on peut le C'est faire, ça? mais pas dans tous les cas. C'est finalement assez restreint parce que quand on suit le Ah, d'accord. calendrier vaccinal, le schéma vraiment calendrier typique, ça va être, et les cibles des recommandations sur lesquelles on est autorisé, on peut le faire jusqu'à ce qu'ils aient, de mémoire, ça doit être 19 ans. Pour le rattrapage et après dans le cadre des professionnels de santé. Par contre, voilà, si c'est un adulte qui n'est pas du tout professionnel de santé, qui vient à 42 ans ou 66 ans ou quoi, nous, on ne pourra pas ni le prescrire ni l'injecter. Voilà, parce on n'en a pas parlé, mais évidemment, il y a les usagers de drogue par voie intraveineuse, hein, parce Par que exemple aussi, ouais. voilà, les personnes à risque d'infection sexuellement transmissible et celles amenées à séjourner de façon prolongée dans les pays à forte circulation du virus. Donc prolonger, on ne dit pas ce qui est prolongé, mais on imagine que c'est plus de 15 jours, évidemment. Et quand on dit pharmacien, IDE, c'est pareil, on a les mêmes Ouais. restrictions. Vaccination contre le pneumocoque. Ça va, l'hépatite B? Est-ce qu'il y a des questions sur l'hépatite B? Non, c'est bon? Donc, en l'occurrence, ce patient, s'il n'avait pas l'intention d'être un grand voyageur, et donc il n'y avait pas forcément et qui ne se drogue pas à l'aide voilà, de drogues intraveineuses, il n'y avait pas d'indication pour lui. La vaccination contre le pneumocoque, est-ce qu'il y a une indication pour Bah oui, je pense, 66 ans, Diabétique. Ouais, diabétique, 66 ans, c'est quelqu'un qui est fragilisé, donc on fait un pneumocoque. oui. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah maintenant, on va faire le 20, c'est plus le 13. Oui, voilà. Oui, non, mais ça a l'air d'être une évidence. Très bien, si c'est une évidence, mais effectivement, très bien. Donc, effectivement, il est plus à risque d'infection à pneumocoque. Et c'est vrai que, enfin, je sais pas vous, mais moi, c'est une population à laquelle je pense pas forcément les diabétiques. Or, vraiment, ça fait partie des cibles extrêmement intéressantes à ne pas rater en plus de tous ceux que BPCO, insuffisance cardiaque, et cetera, hein, donc OK. Vaccination. Alors, donc le 20, en sachant que pour l'instant, il n'y a pas d'indication pour des rappels, hein. On fait une dose, point barre. À mon avis, on a intérêt à se tenir au courant parce que je pense que ça me Ça va paraît bizarre. évoluer, non? Oui, Oui, oui. sûrement. Changer. Ça me paraît bizarre qu'on fasse une dose et puis on passe à autre chose. Bon, bref. La vaccination contre le zona. Très tendance. Oui, Ouais. Ouais. c'est à partir de 65 ans. Donc, Ouais. je dirais Et oui. est-ce qu'il sera remboursé? Bah oui. Bah oui, 65 ans. Oui. Alors oui, est-ce que chez le patient diabétique, il y a un intérêt particulier? Parce qu'on peut discuter de l'indication du vaccin contre le zona. Vous avez dit c'est très tendance. Moi, je regarde jamais la télé, mais les patients disent qu'il y a des spots publicitaires à la télévision. Oui, il y a des publicités. De toute façon, c'est à partir de 65 ans, donc oui, on peut le Bah, proposer. De toute façon, oui, c'est chez quelqu'un de fragilisé, à part son diabète en plus. alors, oui, le diabète, ça multiplie par 3 le risque de faire un zona, donc ce qui est quand même pas, négligeable, et donc ça peut être une cible particulière, pour, le proposer. En dehors de ça, vous en prescrivez beaucoup? Vous en proposez beaucoup de vaccins contre le zona? On le propose et on nous en parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de Oui, publicité. Donc, c'est ça. à partir du moment où les gens nous demandent si c'est préconisé, actuellement, oui, c'est préconisé. On le OK, on va y revenir. Alors, Diallo, je m'excuse si c'est pas ton nom. Vas-y, tu as levé Oui, la main. je voulais poser une question sur ce vaccin contre le zona. Comme on vient Oui, de dire, c'est tendance, tous les médecins, oui, je m'excuse, hein, ils oui. en prescrivent chez tous mes patients, les personnes âgées, des personnes de 80 ans, mais qui ont déjà eu 2 fois le zona dans leur vie.
qui me disent à 40 ans, à 60 ans, j'ai déjà eu le zona. Est-ce que vraiment c'est une obligation de le refaire à 80 ans? Oui, il faut le. Alors, Ils ont déjà fait le vaccin ou ils ont déjà fait la non, ils ont maladie? déjà fait 2 zonas, c'est ça, 2 Fait la zonas. maladie. Ils me Oui, disent, j'ai déjà eu le zona 2 fois. oui. Donc, Le- est-ce que, le- bon, le médecin me dit de le faire, mais les patients me disent non, j'ai déjà eu, je ne veux pas. Donc, est-ce que c'est une obligation? Alors, une obligation, non, parce que c'est un vaccin qui est Recommandation. proposé, hein, c'est une recommandation. Alors, en Oui. sachant que c'est quand même compliqué, d'abord, dans ce que tu évoques, on sait que l'immunité diminue avec l'âge. Donc, Mhm. c'est pareil pour tous les vaccins, hein. Pourquoi je me suis fait vacciner contre la grippe, j'ai quand même attrapé la grippe, etc. Donc, plus on avance son âge, plus le risque d'efficacité de la vaccination est diminuée. C'est pour ça qu'entre autres, la grippe, le vaccin, il faut le faire tous les ans. Et sinon, pour le zona, donc, et on n'a pas d'immunité très longue. Et donc, la recommandation, c'est 1 an après un épisode de zona, de le faire. Après, c'est un vaccin qui moi, m'interpelle, je ne sais pas mes autres collègues, mais parce qu'en particulier, il n'y a pas eu du tout d'évaluation médico-économique de cette vaccination. Les études qui ont été faites, d'abord, elles ont été faites chez des patients de plus de 70 ans. Et là, il est remboursé à partir de 65 ans. La reco, c'est à partir de 65 ans. Et en gros, on dit qu'il faut, pour éviter, il faut un cas de zona, il faut vacciner au moins 35 personnes. Hein, donc, ça a une efficacité à peu près de 70% après 2 injections. Et donc, voilà, donc on peut le proposer, mais voilà, faut discuter avec les patients de l'intérêt ou non, hein. C'est vrai que si ça peut diminuer les douleurs post-zostériennes, ceux qui en ont eu, ben, ils ont envie d'être protégés, mais c'est quand même un vaccin qui a été comme ça mis en avant sans vraiment qu'on évalue le coût que ça allait avoir pour la société par rapport à d'autres pathologies, comme on l'évoquait tout à l'heure, les méningites à méningocoque B, par exemple. Enfin, on peut dire qu'il y a 2 poids, 2 mesures quelque part, hein. Même si le zona, c'est pas drôle d'avoir un zona, s'il y a certains d'entre vous qui en ont déjà eu. Je ne sais pas si je me suis très bien exprimée. Si Oui, oui. Ma deuxième question, j'essaie de profiter de Vas-y, ça. vas-y. Vas-y, Oui. vas-y. Est-ce que c'est la même chose que le vaccin contre la grippe, le Covid, qu'on peut faire en tant qu'idée? Si on fait pas, on n'a pas fait la formation sur le calendrier vaccinal. Le médecin prescrit faire le vaccin. Est-ce qu'on peut, nous, en tant qu'idée, sans la formation, on peut faire ce vaccin-là? Non, il faut absolument la formation pour faire ce vaccin. Aïe, 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 aïe. Bon. Et la grippe, on n'a pas besoin de formation pour faire la grippe. Il fallait Formation. c'était la formation juste d'injection avant que le droit d'administration soit, le droit de prescription soit étendu. Enfin, si vous avez fait une formation d'injection simple, Covid et grippe, c'est bon. Et après, pour les autres vaccins, il fallait une formation un peu plus longue qui durait 11 heures. Non, moi, je suis infirmière. Je n'ai pas besoin de faire une formation pour pour injecter. Je pense que c'est nous qui apprenons les médecins et les trucs à injecter. Et donc, je me rappelle. Mais donc, si je comprends bien avec la nouvelle loi, c'est-à-dire cette année, la grippe, le Covid, les trucs, on ne peut plus le faire sans faire la formation du calendrier vaccinal. Pour les IDE, j'avoue que je ne suis pas 100% au courant du détail de la formation, mais j'imagine que c'est calqué sur celle des formations. Enfin, les deux sont faits ensemble. Et nous, Covid, grippe, c'est un peu à part que le reste, effectivement. Mais parce que nous, on a dû faire une formation pour Covid, grippe, qui était une formation légère. Je ne sais plus, elle durait 4 heures, je crois, à l'époque. Mais parce que nous, on a fait cette formation-là alors la grippe, je sais plus, ça devait être 2019, ou non, un peu avant 2019 même, et Covid après, quand il y a eu le Covid.
Donc ça, c'était une formation légère. Et donc j'imagine que c'est l'équivalent de votre formation initiale d'IDE. Et après, il fallait une formation étendue pour pouvoir faire le reste. Et ça, par contre, ça a été appliqué et aux IDE et aux pharmaciens. Après, je pense que aussi, c'est surtout pour le droit de prescription. Hein. Je pense que c'est ça qui. J'ai le problème des prescriptions, je l'ai fait avec les personnes âgées qui sont dans les EHPAD, dans les foyers logement. Voilà, mais ben, je n'ai pas suivi, je n'ai pas eu le temps vraiment de faire la formation sur le vaccin. Voilà, donc je me demande est-ce que c'est remboursé ou pas, j'en sais rien. C'est pour cela. D'accord. Merci. David, une question? Oui. Ouais, je rebondis ça dessus parce que moi, en fait, c'est vrai qu'au départ, je voulais pas mal les prescrire et le faire en fait de ce qui avait été mis dans l'HAS. Et effectivement, je sais pas si vous mettrez ça aussi en pièce jointe, mais le CNGE a fait un papier en fait du coup très sourcé pour le coup, effectivement, et qui a quand même moi qui m'a vachement refroidi du coup sur la façon dont ça a été fait, dont ça a été finalement eu les mêmes, etc. Donc bon, il n'y a pas vraiment de choses très probantes en fait du coup qui sont finalement des données scientifiques en fait du coup claires sur enfin sur l'impact en fait du coup de la vaccination à la fois sur le côté socio-économique effectivement mais surtout sur le côté qualité de vie et finalement en fait est-ce que ça fonctionne pour améliorer la vie des gens effectivement ceux qui ont eu déjà le zona ou pas etc on n'a pas vraiment en fait de données là-dessus donc là pour le coup je pense que cette partie-là si vous pouvez le mettre en plus ça peut être pas mal en fait je l'ai mis en voilà, référence. parce qu'il y a des très bonnes sources en fait du coup dessus. Là, c'est vraiment source, ça fait que 2 pages, mais ça explique très rapidement. Du coup, je l'ai mis dans la biblio, David. Donc, moi, c'est vrai que je ne le prescris pas beaucoup. Hein. Oui. Moi, je le prescris quand on me le demande, en gros. Mais après, bon, il y a peut-être quelques cas, par exemple, les patients diabétiques qui ont un risque un peu plus élevé. Où ça peut être intéressant. Mais et les gens qui ont déjà eu des zonas avec des douleurs post-ostériennes, je pense qu'ils ont. Voilà. Mais ce vaccin interpelle, je suis d'accord. Oui, puis toute la pub qu'ils font avec. Oui. Je pense qu'il est quand même utile pour les personnes très âgées. Parce que des personnes très âgées, fatiguées, déjà polymédicamentées, fatiguées, et qui font un zona, ça les ralentit énormément. Ils souffrent quand même beaucoup. Donc, il est quand même utile, je ne dis pas à 65 ans, mais à partir de 80, 85 ans, il me semble qu'il a sa place. Après, le problème, c'est que plus on avance en âge, moins il est efficace, quoi. Donc, voilà. Et donc, après, l'étude, c'était quand même plus de 70 ans déjà, en fait. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, les gens qui sont en dessous sont un peu. Enfin, effectivement, ça va dans ce que tu dis, effectivement, pour les personnes plus âgées. C'est juste que là, il y a aussi les 50 ans, 65 ans. Et en fait, du coup, il y a quand même des choses qui sont très douteuses sur les avant 70 ans, en fait. Oui. Et d'ailleurs, la question suivante, je crois. Ah, le tétanos, bon, c'est facile, hein. On le vaccine. C'est obligatoire, oui. Bah oui. Je suppose qu'il jardine ou qu'il bricole. Évidemment, il jardine. Malgré Et son puis même comme tout est ensemble, ça se trouve, il a des petits-enfants ou il va avoir des petits-enfants. Voilà. Oui, voilà. De toute façon, on leur fait les rappels tétanos et puis avec la coqueluche aussi. Parce qu'ils ont des petits-enfants, justement, si… Tout à fait. Hein, ça, c'est un pack. Okay. Et donc, voilà, Manon avait rajouté, on parlait de sa femme, hein, c'est pas l'inspecteur Colombo, mais quand même, on parle de sa femme. Sa femme a 2 ans de moins et a entendu parler du vaccin, parce qu'elle regarde la télé, c'est en prévention du zona. Est-ce que c'est une indication pour elle et sera-t-elle remboursée? Donc, le patient, il avait 66, hein, c'est ça? Ouais. Donc, elle a 64. Hein. Non, c'est 65 de toute façon, mais malheureusement, si on facture, si on ne fait pas bien attention à l'âge, il n'y a pas de blocage sur les systèmes si on facture à l'assurance maladie. Hein. Et il tout à fait, et on aura les indus après. Donc effectivement, ça fait pas partie de la recommandation puisque c'est 65 ans et donc c'est pas remboursé auparavant. Alors, il n'est pas remboursé. Par contre, officiellement, il a quand même l'AMM en France à partir de 50 ans et à partir de 18 ans pour les immunodéprimés. Par contre, effectivement, que remboursé à partir de 65 ans. Donc, potentiellement, on peut… les diabétiques de type 1 qui ont 22 ans… Oui.
Mais par contre, dans le calendrier vaccinal, la cible, c'est que 65 ans. Donc, même si un patient il paye tout ça, IDE et pharmacien, on ne pourra pas le piquer et on ne pourra pas lui prescrire en dessous de 65 ans. Par contre, on peut lui délivrer après, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, pour rappel, le Zona, c'est le vaccin qui s'appelle Shingrix, qui est un vaccin non vivant atténué, contrairement à son copain qui vient de s'arrêter, qui existait avant, qui était le Zostavax, qui lui était un vivant atténué. Là, c'est pas le cas. Et donc, on disait, il faut le faire au moins 1 an après le dernier épisode de Zona. Et il y a un schéma raccourci si jamais on est un peu pressé parce qu'il va y avoir un traitement immunosuppresseur mis en place ou autre. On peut faire un schéma en M0, M1. Donc 1 mois d'écart seulement plutôt que 2. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le Zona? Non. Ok. Pour repasser du coup sur ce cas clinique rapidement sur le pneumocoque, ça on en a parlé, donc maintenant c'est la dose unique avec le Prévenard 20. Il est recommandé depuis 2025, là, depuis cette année, à tous les adultes de plus de 65 ans, parce qu'avant la recommandation c'était uniquement les adultes avec facteur de risque, enfin les plus de 65 ans avec facteur de risque. Donc là la recommandation elle est étendue à tous les plus de 65 ans. Par contre, c'est toujours la même chose, le remboursement a du retard. Et donc aujourd'hui, la prise en charge, elle est uniquement pour les plus de 65 ans avec facteur de risque. Après, c'est toujours la même chose. C'est comme pour les HSH pour le garde-asile. Quels sont les facteurs de risque? Nous, à la pharmacie, on peut très bien dire, bah oui, peut-être qu'il y a un facteur de risque. Enfin, pour le coup, c'est difficile de le chiffrer. Autant quand c'est l'âge, la Sécu, ils vont faire l'indu ou quoi. Enfin, bon, après, chacun voit. Moi, personnellement, ça ne me choque pas de le passer en remboursement. J'estime que 65 ans, on commence déjà à rentrer dans les facteurs de risque. Comment vous faites donc en pratique, oui, a Alors, moi, priori, personnellement, je les passe. Plus de parce 65 que ans, je les si, passe. Parce que... je me dis, si, je sais pas, il a un traitement Pour un... X ou Y, oui, c'est ça, mais parce que vous avez les données de remboursement des médicaments, mais Bah, nous, j'ai après, on a son traitement, mais les patients ne sont pas forcément à venir tout le temps chez nous. Il y a le DMP, mais tous les patients n'ont pas le DMP. Puis après, il faut le regarder, etc. Bon, après, je ne sais pas si jamais on avait un indu, si on pourrait le justifier de dire bah il a plus de 65 ans, l'immunité est en baisse, on considère que c'est facteur de risque. Parce qu'il n'y a pas de liste facteur de risque. C'est pas comme la grippe où on a une liste clairement définie. Là, il n'y a pas. Donc, bon, facteur de risque, plus de 65 ans, l'immunité diminue. Bon, personnellement, je le prends comme un facteur de risque. Oui, bah, par exemple, avec Léa, aujourd'hui, je ne sais pas si tu écoutes encore Léa, on a vu une patiente qui avait déjà fait 2 foyers pulmonaires. On s'est dit que bah, c'était une bonne idée de lui faire un Prévenard, hein, mais est-ce que c'est considéré comme un facteur de risque? Enfin, tu vois, a priori, C'est ça, c'est pas très clair. Ouais. Et, oui. Et pour rester sur le pneumocoque, mais on est en dehors de la situation, là, pour les enfants, pour le coup, maintenant, il y a le Vaxnevance qui a 15 valences, qui remplace, qui en tout cas est recommandé pour remplacer le Prévenard 13, qui n'avait que 13 valences. Donc, le Prévenard 13 existe encore, hein, mais pour l'instant, voilà, ils ont recommandé plutôt le Vaxnevance cette année. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce cas clinique? On est tout bon? Alors, on va finir avec juste quelques, sans refaire en cas clinique cette fois, juste des petits focus sur les petits nouveaux de la saison, on va dire, avec les vaccins pour l'infection à VRS, puisque ça y est, la campagne vient de commencer là, il y a 10 jours, le 1er septembre 2025. Donc, quelle spécialité on a, pour qui, comment c'est pris en charge, comment est-ce qu'on fait, est-ce que vous êtes au clair sur tout ça? Et est-ce qu'il y en a, première question, est-ce qu'il y en a disponible? Parce que l'année dernière. Oui, en tout cas, tout à l'heure, on en a commandé un, il y en avait. D'accord. J'ai l'impression que l'année dernière, on s'était retrouvés un peu. Voilà. Oui, les Beyfortus. Et encore l'année dernière, ça allait à peu près, je crois, c'est encore avant, où ça a été. Je sais plus, ça fait déjà 2 ans, en effet. J'avoue, le temps passe vite.
Enfin, bon, cette année, ça a l'air d'être bon. Donc, du coup, en spécialité, on a l'Abrysvo, qui est un vaccin à proprement parler, qu'on va délivrer, enfin, qui est réservé du coup aux femmes enceintes et adultes de plus de 65 ans. Les femmes enceintes, on va le faire entre la 32e et la 36e semaine d'aménorrhée. Et pour les adultes de plus de 65 ans, c'est une dose en amont de la période épidémique. Qui est pour la prise en charge, aujourd'hui, le 10 septembre, c'est uniquement pour les femmes enceintes. Même si c'est recommandé pour les plus de 65 ans, la prise en charge, elle n'est pas encore actée pour les plus de 65 ans. Et je ne sais plus combien coûte l'Abrysvo, mais plus d'une centaine d'euros de mémoire. Donc c'est pareil, on réfléchit quand on annonce le prix. Bon, je vais peut-être revoir avec le médecin. Pour les nourrissons, pour le coup, c'est pas un vaccin à proprement parler, c'est un anticorps monoclonal. On va avoir le Beyfortus et le Synagis, et tandis que le Synagis, a priori, vous ne le verrez pas pour l'instant, il n'est que à l'hôpital, qu'en établissement, il n'est pas en ville. Et donc, on va vacciner tous les nourrissons nés à partir de février 2025. Ceux qui sont nés en janvier, pas de chance, ils n'ont pas le droit. Et sous réserve que la mère n'ait pas reçu d'injection d'Abrysvo ou alors qu'elle n'ait pas accouché moins de 14 jours après son injection. Pour les enfants qui seraient particulièrement à risque, on va pouvoir faire une injection jusqu'aux 24 mois de l'enfant. Donc du coup, même pour des enfants qui seraient nés l'année dernière, enfin en 2024. On fait une seule injection pendant la campagne. Ça va dépendre du poids, entre les 50 et le 100 mg. Et la prise en charge, du coup, c'est que pour les enfants nés à partir de 2025. Et ils sont en train de discuter parce qu'ils ont dit, on a dit OK pour vacciner jusqu'à 24 mois. Et du coup, c'est pareil, ils sont en train de voir, c'est toujours la même chose, le remboursement est un peu en retard par rapport à ça. Est-ce que c'est clair? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce que, enfin, en tout cas, les données de la précédente campagne commencent à apparaître et sont très encourageantes sur les bronchiolites sévères, sur les otites, AVRS aussi. Il y a une étude qui montre qu'il y a vraiment il y avait une diminution des otites, donc qui en plus il y a une réduction de plus de 20% des otites chez les nourrissons et une efficacité de plus de 80% chez les otites dont on sait qu'elles sont AVRS, quoi. Donc, en plus de la bronchiolite, ça protège aussi de pathologies pas très rigolotes, quoi. Il y avait sur Infovac, il y avait une question qui était rigolote. C'était si il y a une patiente qui est porteuse d'une grossesse gémellaire. Est-ce qu'il vaut mieux lui faire la vaccine 2 fois? Est-ce qu'il vaut mieux faire l'Abrysvo pendant la grossesse ou voilà. Eh ben, très bonne question. Oui. Et Je sais du pas, coup, vous avez envie de faire quoi? Bon, faut que je donne la réponse, personne ne veut se lancer. En fait, ils disent que étant donné le risque de prématurité de la grossesse gémellaire, il y a un fort risque que l'Abrysvo ne soit pas suffisamment fait à temps pour donner l'immunité au bébé, et que le mieux, c'est de faire 2 Beyfortus. Voilà. Enfin, un Beyfortus à chacun des bébés. Je m'entends. Si c'est OK. OK. Dans les autres petites questions qu'on peut avoir, vu que ça va être notre deuxième campagne, si une femme enceinte actuellement c'est sa deuxième ou énième grossesse et elle était déjà enceinte l'année dernière, on lui a fait un Abrysvo l'année dernière, là elle est de nouveau enceinte, est-ce qu'on lui refait l'Abrysvo? A priori, les recommandations pour l'instant, c'est non. On ne va pas lui refaire un deuxième Abrysvo, on fera un Beyfortus au petit à la naissance. Et pareil pour les sujets âgés qui ont déjà reçu leur Abrysvo l'année dernière, qui ont payé leur Abrysvo. Pareil, pas de rappel recommandé pour l'instant. Voilà. Et ils recommandent pour les plus de 75 ans et plus de 65 ans s'il y a des pathologies respiratoires ou cardiaques qui seraient à risque de décompensation. Voilà. Qui peut administrer le Beyfortus? Pour la prescription, c'est les médecins et les sages-femmes, et l'administration, c'est médecins, sages-femmes et IDE. Alors IDE, j'imagine, c'est IDE
Enfin non, ça peut être en ville aussi. Non, j'ai rien dit, c'est IDE aussi. Et pour le coup, par contre, les pharmaciens, donc on ne peut ni prescrire ni administrer le Beyfortus. Voilà. Pour le remboursement, là, pour la petite question qui est notée, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour l'instant, le remboursement est en discussion, mais il n'y a pas de remboursement. Et pour l'Abrisvo, c'est vrai que on n'a pas refait la petite diapo, mais pour l'Abrisvo, pour le coup, les pharmaciens et IDE de ville peuvent prescrire et administrer comme il est au calendrier vaccinal et dans les recommandations. Tant qu'on est sur notre femme enceinte, pour la coqueluche, c'est pas une nouveauté de 2025, mais on fait un petit rappel puisque des fois ça passe un peu, on l'oublie un peu. Le rappel pour la vaccination coqueluche, donc le Repevax ou le Boostrix, c'est à chaque grossesse. C'est pas, la stratégie actuelle qui est recommandée, c'est plus le cocooning. On va vraiment vacciner la femme enceinte. Et après, par contre, si on n'a pas eu le temps de vacciner la femme enceinte ou si elle a pas, si elle a accouché moins de 15 jours, moins de 14 jours après son injection, là, on va faire le cocooning comme avant, ou alors si sa dernière vaccination, elle date, la dernière vaccination de l'entourage date d'il y a plus de 5 ans, on fait le cocooning. Bon, après, ça n'empêche de profiter de cette stratégie de cocooning pour vérifier que papy, mamie, tout le monde est à jour. Hein, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? C'est bientôt fini, courage. Il reste une diapo, je crois. Voilà. S'il n'y a pas de questions, du coup, juste la dernière diapo pour les arrêts de commercialisation. Donc le Revaxis, qui était diphtérie, tétanos, polio, mais sans la coqueluche. Du coup, ça y est, il est fini. Il n'existe plus depuis un an, là, c'était juin 2024. Donc maintenant, on aura systématiquement la coqueluche avec. Le Zostavax, on en a parlé tout à l'heure, c'était le vivant atténué, mais qui a été remplacé par le Shingrix pour le Zona. Le Nesvac, parce que c'était méningocoque C uniquement, qui a été remplacé du coup par Nimenrix, Men4V et Menveo, qui étaient plus complets avec ACWY. Et on le voit beaucoup moins fréquemment, mais le Dengvaxia pour la dengue qui ne se fait plus non plus. Voilà pour la petite mise à jour. Et comme Isabelle vous disait, donc on vous a mis une petite bibliographie. Est-ce qu'il restait des questions auxquelles on n'a pas répondu? Je crois qu'il y avait quels sont les vaccins qu'on peut associer? Ouais, la co-administration. Oui, la co-administration, oui. Ouais. Est-ce que quelqu'un a en tête? Est-ce que quelqu'un veut essayer? On les a épuisés. Il est 21h, il est tard. Nous avons fait une longue journée. Il Il voir pleut. si on ne peut pas co-administrer, ça serait peut-être plus. Oui, dans ce sens-là. Oui, ça serait plus léger. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas co-administrer alors? Je ne sais pas. Alors, les règles, globalement, c'est qu'on ne fera pas plus de 4 vaccins à la fois et pas plus de 2 vaccins vivants atténués à la fois. Grosso modo. Ouais, 4 vaccins, voilà. Déjà 3. Oui, c'est ça. Après, les gens en général, ils en ont marre et d'eux-mêmes, ils vous disent non, c'est bon. Déjà, quand il faut en faire 2, quand il faut faire grippe Covid en même temps, ou Repevax et pneumocoque, ils disent bon, petit à petit. Hein. Mais oui, dans l'idée, les recos, c'est pas plus de 4 quand même. 2 dans chaque bras. Okay. Est-ce que ça répond à la question? Et les vaccins vivants, quels sont les vaccins vivants puisque pas plus de 2 vaccins vivants? C'est pas Priorix? Ouais, enfin, le rayon rubéole, ouais, tout à fait. Donc, qui nécessite attention chez la femme possiblement enceinte. Hein, donc, il faut bien faire attention si on fait un rappel de s'assurer qu'il y ait une contraception chez une femme qui peut être enceinte. Quoi d'autre? La varicelle? Vaccin contre la varicelle. Donc, potentiellement, chez des tout petits, on pourrait avoir un varicelle et un Priorix.
Après, il n'y a pas de recommandation pour le Pour la vaccin. varicelle, ouais. Ok. On en fait déjà beaucoup hein, dans les maintenant obligatoires. On s'interrogeait sur l'acceptabilité avant que ce soit lancé. Finalement, bon, je ne sais pas si vous avez des retours sur la question, mais ça se passe pas si mal. Ok. Bon, je vois que je pense qu'il y a des gens C'est la fin. petit à petit. Donc c'est la fin. On vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup de vous être connectés. On espère que ça a été bénéfique pour tout le monde, que ça a permis de faire des rappels. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Pour récupérer tous les Bonne tableaux là. soirée. Oui, oui, de toute façon, normalement, on a réussi à l'enregistrer et on le mettra disponible en replay. Et puis, on trouvera un petit lien pour mettre sur le site le diaporama. Merci. Voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.